Derek Rosales avait construit sa vie sur des principes simples, travailler dur, protéger sa famille et ne jamais reculer devant ce qui est juste. À 34 ans, il travaillait comme machiniste chez Northridge Manufacturing, alternant entre des quarts de jour et de nuit qui payaient assez bien pour maintenir sa famille à l'aise dans leur modeste maison de 3 chambres sur Maple Street. Sa femme, Constance, enseignait en 2e année à l'école primaire Lincoln. Et leur fils de 7 ans, Lucas, était au centre de leur monde, brilliant, curieux, avec les yeux verts de sa mère et les cheveux noirs de Derek. De l'extérieur, la famille Rosal semblait ordinaire. Derek et Constance s'étaient rencontrés 9 ans plus tôt lors d'un barbecue communautaire. Elle avait été attirée par sa confiance tranquille, sa façon d'écouter plus qu'il ne parlait, et la manière dont ses rares sourires atteignaient ses yeux. Il était tombé amoureux de sa chaleur, de son rire, de la façon dont elle voyait du bon en chacun. Ils s'étaient mariés dans l'année, et Lucas était arrivé 2 ans plus tard, complétant ce que Derek considérait comme sa plus grande réussite. Le père de Constance, William Johnston, avait été une figure constante dans leur vie depuis le début, retraité de l'industrie des assurances. William avait 68 ans, des cheveux argentés et une apparence distinguée qui inspirait une confiance instinctive. Il portait des pulls coûteux, conduisait une Lincoln Continental impeccable et parlait d'un ton mesuré qui imposait le respect après la mort de la mère de Constance, Helen, d'un cancer 4 ans plus tôt. William s'était rapproché de la famille, visitant plus souvent, toujours avec des cadeaux pour Lucas, jeux vidéo, voitures télécommandées, jouets coûteux qui illuminaient les yeux du garçon. Derek n'avait jamais vraiment apprécié son beau-père. Bien qu'il ne puisse pas exactement expliquer pourquoi, William était poli, généreux, utile à la maison. Peut-être était-ce la façon dont William le regardait parfois, avec une pointe de condescendance dans ses yeux bleu pâle, comme si le travail ouvrier de Derek le rendait inférieur. Ou peut-être était-ce la manière dont William corrigeait l'éducation de Derek. Ce n'est pas comme ça qu'on faisait dans notre famille, avec ce sourire mince qui n'atteignait pas ses yeux, mais Constance adorait son père, surtout après avoir perdu sa mère. Alors Derek gardait son malaise pour lui. Les quarts de nuit avaient commencé 3 mois plus tôt. Northridge avait décroché un contrat majeur nécessitant une production 24 heures sur 24. Et la prime était trop bonne pour la refuser. Derek travaillait du mardi au samedi soir, de 22h à 6h, laissant Constance et Lucas seuls. William avait proposé de rester dormir ces nuits-là pour aider, dormant dans la chambre d'amis. Constance avait été reconnaissante, Derek avait été incertain, mais que pouvait-il dire? Cet homme était de la famille. C'était fin septembre quand Derek remarqua pour la première fois le changement chez Lucas. Le garçon avait toujours été énergique, bavarde, impatient de montrer ses dessins à Derek ou de lui raconter l'école. Mais il était devenu silencieux, renfermé, il picorait son dîner, des cernes sombres se formaient sous ses yeux. Quand Derek essayait de l'engager, « Comment était l'école ?» Mon pote, Lucas haussait les épaules, marmonnait, « Bien » et se retirait dans sa chambre. « Il s'adapte juste à ton absence la nuit », avait dit Constance, l'inquiétude plissant son front. « Il te manque ?» Derek s'était agenouillé au niveau de Lucas un soir, posant une main douce sur l'épaule de son fils. « Hé, champion, ça va? Tu peux me parler de tout ?» Les yeux verts de Lucas s'étaient emplis de larmes. Il avait ouvert la bouche, l'avait refermée, puis secoué la tête et couru à l'étage. Derek était resté là. Une froide appréhension s'installant dans son estomac qu'il ne pouvait expliquer. Les changements de comportement s'étaient aggravés. Lucas commençait à faire des cauchemars. Se réveillant en hurlant, il refusait d'aller au lit avant que Derek parte au travail, s'accrochant à la jambe de son père, le suppliant de rester. « S'il te plaît ? Papa, s'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas que grand-papa soit là. Grand-papa t'aime. » « Lucas, disait Constance en détachant l'enfant en pleurs, il est juste là pour nous protéger pendant que papa travaille. Mais Lucas sanglotait plus fort, et Derek partait au travail le cœur lourd. Cette appréhension inexplicable grandissant, Derek commença à prêter plus attention. Il remarqua comment Lucas sursautait quand William entrait dans une pièce à S, comment le garçon trouvait des excuses pour ne pas être seul avec son grand-père, comment il devenait inhabituellement silencieux et obéissant autour de William. Si différent de son tempérament habituel plein d'entrain, un matin après son quart, Derek trouva Lucas assis dans la baignoire, tout habillé, frottant sa peau à vif avec un gant de toilette, des marques rouges couvraient ses bras. « Lucas !» Derek s'était précipité, coupant l'eau, enveloppant son fils dans une serviette. « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis sale !» murmura Lucas, fixant le vide. « Grand-papa dit que je suis sale. » Le sang de Derek se glaça.
Que veux-tu dire? Pourquoi grand-papa dirait ça? Mais Lucas s'était refermé, secouant violemment la tête. Rien, je n'ai rien dit. Ne dis pas à grand-papa. S'il te plaît, ne dis pas à grand-papa. La peur dans la voix de son fils avait ébranlé Derek jusqu'au plus profond de lui. Il avait tenu Lucas, sentant le garçon trembler contre lui, et avait pris une décision. Il avait besoin de savoir ce qui se passait dans sa maison quand il n'était pas là. Ce soir-là, Derek approcha Constance dans leur chambre. « Je pense que quelque chose ne va pas avec Lucas. Quelque chose impliquant ton père ?» Constance s'était raidie. « Qu'insinues-tu » ? « Je n'insinue rien. Je dis que notre fils est terrifié. » Et ça a commencé quand William a commencé à rester dormir. « Mon père n'a été que serviable, » dit Constance, sa voix froide. « Il pleure ma mère et il aime Lucas. Si tu as un problème avec lui, Derek, dis-le, mais ne traîne pas notre fils dans ta posture masculine. Ce n'est pas à propos de moi et William, » interrompit Derek, gardant sa voix stable malgré la colère montant en lui. « C'est à propos de Lucas qui se lave à vif et dit qu'il est sale. À propos de lui qui me supplie de ne pas le laisser la nuit. » L'expression de Constance s'était légèrement adoucie. « Il traverse juste une phase. Les enfants font des crises. Mon père ne ferait jamais. » Elle s'était arrêtée, secouant la tête. « Je n'arrive même pas à croire qu'on ait cette conversation. » Derek réalisa qu'il était seul avec ses soupçons. Constance ne pouvait pas voir son père comme autre chose que le grand-père dévoué. Le veuf en deuil qui s'accrochait à sa famille. Derek avait besoin de preuves. Il appela son superviseur, Craig Beck, un homme plus âgé qui avait toujours été juste avec lui. « Craig, j'ai besoin d'un congé maladie demain soir. Tu te sens bien? Rosales, juste une nuit. Affaire personnelle. » Craig l'avait accordé sans plus de questions. Derek dit à Constance qu'il travaillait comme d'habitude. Embrassa Lucas au revoir. Le garçon avait serré sa main si fort que Derek avait presque resté. Puis, il avait fait le tour du pâté de maison. Il se gara 3 rues plus loin et revint à pied, entrant dans sa maison par la porte du sous-sol qu'il avait délibérément laissé déverrouiller. Le sous-sol était aménagé, avec une petite salle de bain que Derek utilisait parfois pour se nettoyer après les travaux de jardin. Il s'assit sur le sol en béton froid derrière la chaudière, son arme de service. Un Glock 19 qu'il avait gardé de son bref passage dans l'armée, glissé dans sa ceinture. Il n'avait jamais imaginé l'utiliser en dehors d'un stand de tir. Mais ce soir, il ne savait pas de quoi il pourrait avoir besoin. Au-dessus de lui, il entendait la routine du soir, Constance mettant Lucas au lit, sa voix joyeuse lisant une histoire, la petite voix de Lucas, calme, soumise, la maison s'installant dans le silence nocturne, Constance allant dans sa chambre, la télévision murmurant à travers les murs. À 20h45, Derek entendit une voiture se garer dans l'allée, la Lincoln de William. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma, la voix de Constance, chaude et accueillante. « Salut, papa !» Lucas est déjà endormi. « Bien, bien !» répondit la voix cultivée de William. « Tu devrais te reposer aussi, ma chérie. Je vais juste vérifier le garçon, m'assurer qu'il est bien installé. » La mâchoire de Derek se serra. Chaque instinct lui hurlait de monter en courant pour arrêter ce qui allait se passer. Mais il avait besoin de savoir. Il avait besoin que Constance sache. Il avait besoin de preuves. Les pas de William montèrent les escaliers. La porte de la chambre de Constance se referma. La maison devint silencieuse, sauf pour le bourdonnement bas de sa télévision. Derek monta silencieusement les escaliers du sous-sol. Des années de chasse avec son oncle lui avaient appris à se déplacer sans bruit. Le rez-de-chaussée était sombre. Il se glissa jusqu'à l'escalier, son cœur battant si fort qu'il pensait que cela pourrait le trahir. William se tenait devant la chambre de Lucas, la main sur la poignée de porte. Même dans la faible lumière du couloir, Derek pouvait voir le changement dans la posture de l'homme. Le gentleman distingué avait disparu. À sa place se tenait quelque chose de prédateur. Avidé, William ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur. Derek entendit le verrou cliquer. Il attendit, chaque seconde une éternité. De derrière la porte vint la petite voix de Lucas. « Grand-papa, j'ai sommeil. Je sais, mon pote, grand-papa veut juste passer du temps avec toi. Je ne veux pas jouer au jeu. Le jeu était notre secret spécial. Tu te souviens ? Tu es un si bon garçon quand on joue au jeu. » Derek entendit son fils commencer à pleurer. Des sanglots doux, vaincus, qui brisèrent quelque chose en lui. « Chut, chut, ne pleure pas. Si tu pleures, papa sera fâché contre toi. Tu ne veux pas que papa soit fâché, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je lui dise que tu es méchant ?» Les pleurs s'arrêtèrent, le silence tomba, pire que n'importe quel bruit. La vision de Derek se rétrécit. Il monta les escaliers, ne se souciant plus de la discrétion. Il atteignit la porte de Lucas, essaya la poignée.
verrouillé. Il leva son pied et donna un coup, mettant tout son poids, toute sa rage, toute sa peur dedans. Le cadre se brisa, la porte s'ouvrit violemment, la scène dans laquelle Derek entra le hantrait pour le reste de sa vie. Lucas était assis sur son lit en pyjama, des larmes coulant sur son visage, figé de terreur. William était agenouillé à côté du lit, sa main sur le genou de Lucas, l'autre main tendue vers le haut, et en cette fraction de seconde, Derek vit tout, la vérité des 3 derniers mois, la source des cauchemars de son fils, la raison de ses yeux terrifiés. William se tourna, le choc se lisant sur son visage. « Derek, qu'est-ce que tu… » Derek traversa la pièce en 2 enjambées, sa main jaillit, ses doigts se refermant autour de la gorge de William, soulevant l'homme plus âgé du sol. Les yeux de William s'exorbitèrent, ses mains griffant la prise de Derek, mais la rage de Derek lui donnait une force qu'il ne savait pas posséder. « Lucas, va voir ta mère », dit Derek, sa voix mortellement calme malgré l'incendie en lui. Tout de suite, Lucas descendit du lit et courut hors de la pièce. Ses pas martelant le couloir, Derek entendit la porte de Constance s'ouvrir, entendit sa voix confuse. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'était quoi ce bruit? William gargouilla, son visage virant au violet. L'autre main de Derek recula, poing serré. Chaque fibre de son être voulait en finir, faire payer à William chaque larme, chaque cauchemar, chaque moment d'innocence volé à son fils. Mais la voix de Lucas résonnait dans son esprit. « Ne dis pas à grand-papa, s'il te plaît. Ne dis pas à grand-papa. » La peur, la honte, la façon dont son fils avait été manipulé au silence. Derek plaqua William contre le mur mais relâcha sa gorge. Le vieil homme s'effondra, haletant, toussant. Derek sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le 911 911. « Quelle est votre urgence ? J'ai besoin de la police au 842 Maple Street. J'ai surpris quelqu'un en train d'agresser mon fils. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Constance apparut dans l'embrasure de la porte, Lucas s'accrochant à sa taille. Elle regarda de Derek à son père effondré au sol, la confusion luttant avec une horreur naissante sur son visage. « Derek !»« Quoi ?» Puis, elle vit l'expression de William, la culpabilité écrite clairement là, et son visage blanchit. « Papa !» William leva les yeux vers sa fille, des larmes coulant sur son visage. « Constance. Ce n'est pas… Il ment ?» Mais les yeux de Constance avaient remarqué le pyjama de Lucas légèrement en désordre, le verrou de la porte brisé, le visage taché de larmes de son fils, la façon dont il tremblait contre elle. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh, mon Dieu !»« Non, papa, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. » Le masque de William s'effondra complètement. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Je suis malade. J'ai besoin d'aide. Je ne le voulais pas. C'est arrivé après la mort d'Hélène. J'étais si seul. Et Lucas, il est si doux, si innocent. Tais-toi, grogna Derek. Il se positionna entre William et sa famille, son corps formant un mur. Ne dis plus un mot. Les sirènes hurlèrent au loin. Se rapprochant, les lumières des voisins s'allumèrent de haut en bas de la rue. Constance glissa le long du cadre de la porte, tirant Lucas sur ses genoux, le berçant, pleurant dans ses cheveux. « Je suis désolé, bébé. Je suis si désolé. Maman ne savait pas. Maman aurait dû savoir. » Derek s'agenouilla à côté d'eux, enveloppant ses bras autour de deux. Lucas enfouit son visage dans la poitrine de Derek, et Derek sentit le petit corps du garçon secoué de sanglots, libérant des mois de peur refoulés. La police arriva. D'abord les unités de patrouille, les lumières stroboscopiques rouges et bleues traversant la rue suburbaine tranquille. Puis les détectives, les officiers Christopher Shelton et Jen Pacheco, furent les premiers à franchir la porte, mains sur leurs armes jusqu'à ce qu'ils évaluent la scène. Derek assis contre le mur avec sa famille, William recroquevillé dans le coin, brisé. « Je suis Derek Rosals. C'est ma maison. » Cet homme, Derek pointa William, sa voix dure comme l'acier. « Aidez mon beau-père. Je l'ai surpris dans la chambre verrouillée de mon fils. Mon fils montre des signes d'abus depuis des mois. Je suis rentré et je l'ai trouvé avec mon fils. » L'expression de l'officier Shelton s'assombrit. Il était dans la police depuis 15 ans et avait vu trop de cas comme celui-ci. Il appela des renforts pour les services de protection de l'enfance et un détective spécialisé dans les crimes contre les enfants. Le détective André Pic arriva dans les 20 minutes. C'était un grand homme noir aux yeux bienveillants et à la voix douce qui cachait l'acier en dessous. Il avait passé 12 ans à travailler sur les crimes sexuels et il savait comment gérer les enfants traumatisés. Il s'agenouilla devant Lucas, qui s'accrochait encore à Derek. « Salut, Lucas. Je m'appelle André. Je suis détective.
ce qui signifie que j'aide à garder les enfants en sécurité. Tu sais quoi? Tu es très courageux, ton papa a fait ce qu'il fallait, et maintenant on va s'assurer que tu es en sécurité. C'est d'accord si on parle un peu? Lucas leva les yeux vers Derek, qui hocha la tête encourageamment. C'est d'accord, mon pote. Tu peux dire la vérité au détective Pick? Tu n'es pas en difficulté, c'est grand-papa qui est en difficulté. Au cours de l'heure suivante, avec une psychologue pour enfants présente et Derek et Constance à proximité, Lucas raconta son histoire en phrases lâchées et brisées. Ça avait commencé 6 semaines après que William avait commencé à rester dormir. Le jeu spécial que grand-papa disait être leur secret, les menaces, pas violentes, mais insidieuses. Papa sera si fâché si tu le dis, maman va pleurer. Tu auras des ennuis? Tu es un mauvais garçon si tu le dis. La manipulation de la confiance d'un enfant tordu en obéissance. Derek écouta la petite voix de son fils décrire des horreurs qu'aucun enfant ne devrait vivre, et quelque chose en lui changea fondamentalement, la loi suivrait son cours. Il le savait, mais ce ne serait pas suffisant, ça ne pourrait jamais l'être. William fut arrêté, menotté. On lui lut ses droits, alors que les officiers l'emmenaient devant Derek. Le vieil homme le regarda avec des yeux suppliants. « Derek, s'il te plaît, dis à Constance que je suis désolé. Je suis malade, j'ai besoin de traitement. » Passe. Derek se rapprocha tant de William que l'officier Shelton dut poser une main restrictive sur son épaule. « Tu vas en prison ?» dit Derek calmement, sa voix portant une promesse. « Et je vais m'assurer que tout le monde là-bas sache exactement ce que tu as fait. » Ce n'est pas une menace, c'est une garantie. Le visage de William devint cendreux. Il savait ce qui arrivait aux prédateurs d'enfants en prison. Derek le regarda être mis dans la voiture de police, regarda les voisins se rassembler sur leur pelouse, regarda l'homme qui avait violé l'innocence de son fils être emmené dans la nuit, mais Derek savait que ce n'était que le début. Le système judiciaire tournerait lentement, il y aurait des procès, des avocats, des procédures. William venait d'un milieu aisé, avait des relations, pouvait se payer la meilleure défense. Derek avait déjà décidé que si la loi échouait à son fils, Constance s'assit dans leur salon, dévastée. Son père, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui l'avait mené à l'hôtel, qui avait tenu Lucas à sa naissance, était un monstre. Elle l'avait laissé entrer dans leur maison, lui avait fait confiance avec leur fils, avait balayé les préoccupations de Derek. « J'aurais dû t'écouter » murmura-t-elle, son visage marbré par les pleurs. « Tu as essayé de me dire que quelque chose n'allait pas. Et je... Oh, mon Dieu, Derek, qu'ai-je fait ?» Derek s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Tu aimais ton père? Tu ne pouvais pas savoir ?» « Si... » dit-elle amèrement. « Lucas a essayé de me le dire. Les cauchemars, la peur. Je n'arrêtais pas de dire que c'était une phase, qu'il s'adapterait. J'ai choisi mon père plutôt que mon fils. »« Non, » dit Derek fermement. « Ton père est un prédateur. Il a passé des décennies à apprendre à cacher ce qu'il est, à manipuler les gens. C'est de sa faute, Constance. Seulement de sa faute. » Mais Derek pouvait voir la culpabilité la ronger, et il savait que leur mariage, toute leur famille, ne serait plus jamais le même. Lucas dormit dans leur lit cette nuit-là, entre eux, la main de Derek reposant protectivement sur l'épaule de son fils. Demain apporterait des entretiens avec les services de protection de l'enfance, des examens médicaux, le début d'une longue bataille judiciaire. Mais ce soir, Derek tenait sa famille serrée et planifiée. William Johnston avait de l'argent, de l'influence, un casier judiciaire vierge. Il engagerait des avocats coûteux qui essaieraient de peindre ça comme un malentendu, comme Derek surréagissant, comme les souvenirs confus d'un enfant. Le système était lent, souvent inadéquat, les prédateurs s'en sortaient parfois libres sur des détails techniques. Derek ne permettrait pas ça. Le matin apporta un défilé d'officiels. Les services de protection de l'enfance envoyèrent une travailleuse sociale nommée Isabelle Nolan. Une femme d'une 40aine d'années à l'air fatiguée qui avait vu trop d'enfants brisés. Elle fut minutieuse mais compatissante, interviewant Lucas avec la même psychologue pour enfants que la veille, Dr. Alvin Hodge. Ils documentèrent tout, prirent des photos de la chambre de Lucas, du verrou brisé, recueillirent des preuves. Le détective Pick revint avec un mandat pour la maison de William, cherchant des preuves supplémentaires, des photos, des vidéos, tout ce qui renforcerait l'affaire. Ce qu'ils trouvèrent fit retourner l'estomac de Derek. William avait été méticuleux. Des caméras cachées dans la chambre de Lucas activées pendant ses visites. Des centaines d'images soigneusement organisées, datées, pas seulement Lucas. Il y avait d'autres enfants aussi, des visages que Derek ne reconnaissait pas. Couvrant des décennies, il fait ça depuis longtemps, dit Pick à Derek en privé.
la mâchoire serrée. Nous identifions les autres victimes maintenant. Ton fils n'est pas le premier, Derek. Et si tu ne l'avais pas attrapé, il n'aurait pas été le dernier. La connaissance que cela avait été continue, systématique, que William avait passé des années à perfectionner sa prédation, remplit Derek d'une froide fureur qui ne s'apaiserait pas. L'audience préliminaire fut fixée à 2 semaines. L'avocat de William, un requin nommé Hugh Grimes, avait déjà demandé une libération sous caution, arguant que son client était âgé, n'avait pas d'antécédents, ne représentait pas un risque de fuite. La procureure, une jeune femme nommée Shalia Dodson, fraîchement sortie du bureau du procureur, s'opposa, mais le juge, un homme plus âgé nommé Matthew Atkins, accorda l'assignation à résidence avec un bracelet électronique. Derek s'assit dans la salle d'audience, regardant William sortir avec Grimes, et sentit le système judiciaire échouer à son fils en temps réel. Il a des actifs, expliqua Shalia ensuite, la frustration évidente, des connexions politiques. Le juge Atkins est de l'ancienne école, il croit en l'innocence jusqu'à preuve du contraire. À l'excès, je suis désolé. M. Rosales, j'ai lutté aussi fort que possible. Quand est le procès ? Demanda Derek. Probablement dans 6 mois, peut-être plus. Grimes déposera toutes les motions possibles pour retarder. C'est comme ça qu'il travaille. Traîner en longueur. Espérer que les témoins oublient des détails. Espérer que l'enfant victime devienne trop traumatisé pour témoigner efficacement. Derek hocha lentement la tête. 6 mois de William assis confortablement dans son manoir, probablement déjà en train de travailler sur sa défense, manipulant le récit, 6 mois de Lucas faisant des cauchemars, sachant que l'homme qui l'avait blessé était encore là dehors. Unacceptable. Derek commença ses recherches cette nuit-là. William vivait seul maintenant dans la propriété familiale sur Riverside Drive, 3 acres clôturés avec système de sécurité. Ses actifs incluaient la maison valant environ 2 millions de dollars, des portefeuilles d'investissement, l'agence d'assurance qu'il avait vendue pour 8 millions 15 ans plus tôt. Il avait des connexions dans tout le comté, des copains de golf qui étaient juges, des associés d'affaires, des conseils de charité où il avait siégé, le genre d'homme dont la respectabilité était une armure. Mais Derek avait appris quelque chose dans l'armée. Tout le monde a des vulnérabilités, chaque forteresse a un point faible. Il suffit de le trouver. Il commença à assister aux séances de thérapie de Lucas avec Dr. Hodge. Apprenant sur le processus de grooming, la manipulation psychologique, il rechercha des cas similaires, des précédents judiciaires, des résultats, trop se terminaient par des accords de plaidoyer, des peines réduites, des prédateurs servant un temps minimal et ressortant pour récidiver. Il commença aussi à passer des appels. Son vieux copain de l'armée, Thomas Hill, travaillait maintenant dans la sécurité privée à Chicago. Derek avait sauvé la vie de Thomas en Afghanistan quand un engin explosif improvisé avait frappé leur convoi, le tirant d'un Humvee en feu. Thomas lui devait, et Thomas avait des connexions, des gens qui pouvaient trouver des informations, qui opéraient dans des zones grises que la loi ne pouvait toucher. « Qu'est-ce que tu as besoin ?» demanda Thomas quand Derek expliqua la situation. Tout sur William Johnston. Dossier financier, actifs cachés, associés, schémas, tout ce que je peux utiliser. Tu planifies quelque chose d'illégal ? Frère, Derek resta silencieux un moment. Je planifie de protéger mon fils. Par tous les moyens nécessaires, je vais passer des appels, dit Thomas. Mais Derek, fais attention. Des gars comme Johnston, ils ont des ressources. Et si tu penses à prendre les choses en main, je connais les risques. Ce que Derek ne dit pas à Thomas, c'est qu'il avait déjà fait la paix avec ses risques. Il ferait tout ce qu'il faudrait. Paierait n'importe quel prix pour s'assurer que William Johnston ne blesse plus jamais un enfant. Pendant que Derek planifiait, Constance sombrait. Elle avait pris congé de son travail d'enseignante, incapable de faire face à ses élèves pendant que son propre fils souffrait. Elle passait des heures à pleurer, des heures à s'excuser auprès de Lucas, des heures enfermées dans la salle de bain où Derek pouvait l'entendre sangloter. Leur mariage était tendu sous le poids de la trahison et de la culpabilité. Une nuit, 3 semaines après l'arrestation de William, Derek la trouva dans la chambre de Lucas, assise sur son lit dans le noir. Il lisait à Lucas, dit-elle calmement, après la mort de maman, il venait et lisait des histoires au coucher. Lucas adorait ça. Je pensais que c'était si doux, ce lien entre eux, et tout du long, sa voix se brisa. Derek s'assit à côté d'elle. Constance, tu ne pouvais pas savoir. Mais toi, tu soupçonnais ? Tu m'as demandé, et je t'ai fermé la porte. J'ai choisi lui plutôt que toi, plutôt que la sécurité de Lucas. C'est ton père ?
La biologie et l'histoire sont des choses puissantes. Il a passé toute ta vie à construire ta confiance. Ton amour, c'est ce que font les prédateurs. Ils ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à de la famille. Elle se tourna vers lui, ses yeux rouges et gonflés. Comment peux-tu même supporter de me regarder? Je l'ai amené dans notre maison, je l'ai défendu, je l'ai laissé blesser notre bébé. Derek prit ses mains dans les siennes. Parce que toi aussi, tu es une victime. Il t'a manipulé comme il a manipulé Lucas. La seule personne responsable de ça, c'est William Johnston. Mais même en le disant, Derek se demandait si leur mariage pouvait survivre à ça. Chaque fois que Constance regardait Lucas, il voyait la culpabilité la ronger. Chaque fois qu'elle le regardait, il voyait la honte d'avoir douté de lui. Certaines blessures, même si pas de ta faute, laissent des cicatrices trop profondes pour guérir. Les informations de Thomas arrivèrent par email crypté 2 semaines plus tard. Elles étaient complètes et accablantes. Les finances de William montraient des paiements réguliers à des comptes offshore, des sociétés écrans que les gens de Thomas avaient tracées jusqu'à plusieurs autres hommes, des délinquants sexuels connus. Certains enregistrés, d'autres qui avaient acheté leur sortie des conséquences. Le réseau allait plus profond que Derek n'avait imaginé. William n'était pas juste un prédateur, il était connecté à un anneau d'entre eux, échangeant du matériel, partageant des victimes. Il y avait aussi des dossiers sur Grims, l'avocat de la défense. Il avait représenté plusieurs clients sur des accusations similaires, obtenant toujours des peines réduites ou des acquittements. Ses propres finances montraient des revenus inexpliqués, des achats de luxe qui ne correspondaient pas à ses gains légitimes. Il n'était pas juste un avocat de la défense, il protégeait ces monstres parce qu'ils faisaient partie de leur monde. Les mains de Derek tremblèrent en lisant les preuves. Ça allait au-delà de William, c'était systémique. Un mal organisé avec protection légale, il pouvait remettre ça au détective Peake, laisser le FBI enquêter, mais les enquêtes prenaient du temps. Et ces hommes avaient là bien couvert leurs traces. Les charges pourraient ne pas tenir, les procureurs pourraient refuser de poursuivre sans preuves irréfutables, et pendant ce temps, des enfants continuaient à être blessés. Derek prit sa décision. Il commença par la surveillance. L'assignation à résidence de William signifiait qu'il était chez lui, surveillé par un bracelet à la cheville, avec un périmètre. Il ne pouvait pas partir, mais ça signifiait aussi que Derek savait exactement où il était. Chaque nuit, il passait en voiture devant la propriété, notant les caméras de sécurité, facilement désactivables si on savait comment, le calendrier de patrouille de la sécurité privée que William avait engagé toutes les 2 heures. Prévisible, la disposition de la propriété, la chambre principale au rez-de-chaussée, accessible par le jardin, il ne planifiait pas un meurtre. Derek avait tué à la guerre, savait ce que ça faisait à l'âme, et il ne laisserait pas William le transformer en ça. Mais il assurerait la justice d'une façon ou d'une autre. La date du procès fut fixée pour début décembre. Dans 4 mois, Shalia Dodson appela Derek avec une mise à jour. Grims pousse pour un accord de plaidoyer. 5 ans, inscription comme délinquant sexuel, probation supervisée après libération. 5 ans. La voix de Derek était glacée. Il a abusé de mon fils pendant 3 mois. Il y a des centaines d'images, des preuves d'autres victimes. Je sais, je m'y oppose. Mais le juge Atkins suggère qu'on le considère. Il dit qu'un procès serait traumatisant pour Lucas, qu'une condamnation garantie avec un peu de prison est mieux que risquer un acquittement. Derek raccrocha et frappa le mur, ses jointures se fendant. 5 ans. William aurait 73 ans à sa sortie. Encore capable de blesser des enfants, le bracelet, l'inscription, les prédateurs trouvaient des façons de contourner ça. Ils le faisaient toujours. Cette nuit-là, Derek s'assit avec Lucas, lui lisant une histoire, quelque chose qu'il faisait chaque soir depuis la découverte. Reprenant le rituel du coucher que William avait corrompu, Lucas avait repris un peu de poids, souriait plus souvent, mais les cauchemars persistaient. Il sursautait aux bruits inattendus, évitait le contact physique avec la plupart des adultes, sauf Derek et Constance. « Papa ?» demanda Lucas alors que Derek fermait le livre. « Est-ce que grand-papa va revenir ?»« Non. Mon pote, il ne s'approchera plus jamais de toi. » « Promise ?» Derek regarda dans les yeux de son fils, vit la peur et l'espoir s'y disputer, et fit un vœu. « Je promets sur ma vie, Lucas, qu'il ne te blessera plus jamais toi ni personne d'autre. » C'était une promesse que Derek avait l'intention de tenir, quel qu'en soit le coup. Au cours des semaines suivantes, Derek devint quelqu'un de nouveau. Il faisait encore les gestes, travail, dîner en famille, rendez-vous de thérapie de Lucas, mais à l'intérieur, il calculait, planifiait. Il utilisa les contacts du Darknet que Thomas lui avait fournis, contactant des gens qui existaient dans les ombres de la société. Il apprit sur le système pénitentiaire,
sur comment l'information circulait à l'intérieur, sur comment certains prisonniers étaient traités quand leurs crimes étaient connus. Il apprit aussi sur les accidents, comment les bracelets électroniques pouvaient mal fonctionner, comment les systèmes de sécurité domestique pouvaient être contournés, comment quelqu'un pourrait hypothétiquement entrer dans une maison sans être vu et laisser un message qui terrifierait un prédateur pour le forcer à coopérer. Le détective Peake appela début novembre avec des nouvelles. Nous avons identifié 3 autres victimes des dossiers de William. 2 sont adultes maintenant, prêtes à témoigner. La 3e est un cas actuel, un garçon de 9 ans, Isaac Olsen. Ses parents n'avaient aucune idée. William était son professeur de piano. L'estomac de Derek se serra. Pendant que William était assis confortablement en assignation à résidence, une autre famille venait de découvrir que leur monde était brisé. Il y a plus, continua Peake. Une des victimes adultes, Craig Beck. « Attends !» interrompit Derek. Craig Beck, mon superviseur chez Northridge. Même personne. William était son agent d'assurance il y a 20 ans. Selon la déclaration de Craig, les abus ont duré 2 ans quand Craig avait 12 ans. Il a porté ça toute sa vie. Voir l'arrestation de William aux nouvelles lui a donné le courage de se manifester. Derek pensa à Craig, l'homme calme et gentil qui lui avait donné la nuit libre sans question, qui semblait comprendre ce dont Derek avait besoin avant qu'il le dise. Craig avait peut-être vu les signes chez Lucas que Derek avait décrits parce qu'il avait vécu ça lui-même. Combien d'autres ? Demanda Derek calmement. Nous ne savons pas. Ça pourrait être des dizaines. Nous travaillons avec le FBI maintenant. C'est plus grand que la juridiction locale. Mais Derek, Grims va utiliser ça. Il dira que l'affaire est trop complexe. Trop contaminée par de multiples accusations, il plaidera pour un rejet ou au minimum un procès séparé juste pour le cas de Lucas, où il pourra miner le témoignage de ton fils sans le poids des autres victimes. Le système, réalisa Derek, était conçu pour protéger des hommes comme William, des prédateurs riches, connectés, col blanc, qui pouvaient se payer des avocats assez malins pour exploiter chaque faille. Chaque protection procédurale destinée à assurer l'équité, mais tordue en bouclier pour les coupables. Il remercia Peake et mit fin à l'appel, puis il récupéra son Glock du coffre, vérifia le chargeur et s'assit dans son garage pendant 1 heure à le tenir, pensant à comme ce serait facile d'en finir. Une balle, un moment de justice que les tribunaux pourraient ne jamais fournir, mais il rangea l'arme, non parce qu'il n'était pas prêt à franchir cette ligne, mais parce qu'il voulait que William souffre plus longtemps qu'une balle ne le permettrait. Il voulait que William connaisse la peur, l'impuissance, la destruction de tout ce qu'il valorisait. Il voulait que William sache ce que c'était d'être une victime. Et Derek avait un plan pour exactement ça. La nuit du 15 novembre, Derek dit à Constance qu'il travaillait tard. Au lieu de ça, il conduisit jusqu'à la propriété de William, se garant 2 pâtés de maison plus loin. Il avait passé des semaines à étudier la sécurité, les patterns de patrouille, les angles morts. Il portait des vêtements sombres, un masque de ski, des gants, rien de traçable. Le garde de sécurité fit sa ronde à 21h. Derek attendit jusqu'à 21h15, puis se déplaça à travers les ombres de la propriété voisine, escaladant la clôture à son point le plus bas. Les caméras étaient orientées vers l'extérieur, vers la rue. L'arrogance de William supposait que les menaces venaient de l'extérieur, pas de quelqu'un prêt à franchir sa forteresse. Derek traversa la pelouse manucurée jusqu'aux portes du jardin. Le verrou était haut de gamme, mais mécanique, pas électronique. 3 minutes avec une clé de tension et un crochet. Compétence de sa formation militaire, et il était à l'intérieur. La maison était silencieuse, éclairée seulement par quelques veilleuses tamisées. Derek connaissait la disposition des archives foncières et des images satellites. Il traversa la cuisine jusqu'au couloir principal vers la chambre principale. William était assis dans un fauteuil en train de lire. Le bracelet électronique clignotait à sa jambe. S'appelait sonne, bien que plus confortable que n'importe quelle cellule dans laquelle son fils avait été piégé. Derek se posta dans l'embrasure. « Bonsoir, William !» La tête de William se releva brusquement, son livre tombant. La peur inonda son visage, la même peur que Lucas avait dû ressentir chaque fois que William entrait dans sa chambre. « Derek, qu'est-ce que tu ne peux pas être ici, c'est une effraction. Tu vas écouter, » interrompit Derek, sa voix calme, froide. « Et tu ne vas pas appeler à l'aide, parce que si tu le fais, je dirai à chaque prisonnier avec qui tu vas passer du temps exactement ce que tu as fait. Je m'assurerai que ta vie à l'intérieur soit encore pire que ce qu'elle va être. » La bouche de William s'ouvrit et se referma. Derek sortit son téléphone, montrant des photos, des captures d'écran des forums du dark web que les gens de Thomas avaient infiltrés.
montrant le nom d'utilisateur de William, ses posts, ses fichiers échangés, des preuves qui le détruiraient, même si l'affaire judiciaire échouait d'une façon ou d'une autre. J'ai des copies partout, dit Derek. Si quelque chose m'arrive, elles vont à la police, aux médias, à la prison où tu seras logé. J'ai fait des connexions avec des gens à l'intérieur du système. Ils t'attendent. William, ils savent ce que tu es. S'il te plaît, murmura William, des larmes coulant. S'il te plaît. Derek, je suis malade. J'ai besoin d'aide. Je témoignerai contre les autres. Je coopérerai. Juste s'il te plaît. Tu vas rejeter l'accord de plaidoyer, continua Derek comme si William n'avait pas parlé. Tu vas plaider coupable à toutes les charges. Tu vas accepter la sentence maximale et tu vas allouer. Ça signifie que tu vas te lever au tribunal et décrire en détail ce que tu as fait à Lucas, à Craig Beck, à Isaac Olsen, à chaque victime identifiée. Je ne peux pas. La publicité, ma réputation. Derek traversa la pièce en 3 enjambées, attrapant William par sa chemise coûteuse, le soulevant du fauteuil. Ta réputation est finie. Ta vie est, telle que tu la connaissais, est finie. Tu as 2 choix. Tu fais ce que je t'ai dit, ou je rends ton existence si horrible que tu supplieras la mort. J'ai des ressources que tu ne peux imaginer. William, j'ai des amis qui font que tes connexions d'avocat paraissent insignifiantes. Et je n'ai absolument rien à perdre parce que tu as déjà pris tout ce qui comptait. Il relâcha William, qui s'effondra dans le fauteuil, sanglotant. Derek baissa les yeux sur cet homme pathétique, ce monstre qui s'était caché derrière la richesse et la respectabilité, et ne ressentit que du mépris. « Tu as jusqu'à lundi pour appeler ton avocat ?» dit Derek. « Dis-lui que tu veux changer ton plaidoyer. Confession complète. Sentence maximale. Ou lundi soir. Je reviens et on a une conversation différente. » Il partit par le même chemin, invisible. Un fantôme dans la nuit, le garde de sécurité passa sa ronde 10 minutes plus tard, ignorant que le monde soigneusement construit de William Johnston venait de s'effondrer. Lundi matin, Hugh Grimes appela Shalia Dodson, sa voix confuse et frustrée. « Mon client veut changer son plaidoyer. Il refuse de contester les charges. Il dit qu'il veut plaider coupable à tout. » Shalia, tout aussi perplexe, appela Derek. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais William Johnston vient de virer son avocat et a demandé un défenseur public. Il plaide coupable. Il renonce à son droit à un procès. » Derek tint le téléphone, le soulagement et une satisfaction sinistre l'envahissant. « Quand est la sentence ? » 3 semaines, le 8 décembre. Derek. C'est inhabituel. Grimes menace de déposer des motions affirmant que son client est contraint ou mentalement incompétent, mais Johnston est catégorique. Qu'est-ce qui s'est passé ? La justice, dit Derek simplement. La justice s'est produite. La salle d'audience le 8 décembre était bondée. Les médias locaux s'étaient accrochés à l'histoire, hommes d'affaires respectés, piliers de la communauté, révélés comme prédateurs systématiques. Les autres victimes étaient là. Craig Beck, que Derek embrassa avant l'audience, les parents d'Isaac Olsen, dévastés mais reconnaissants, 2 survivants adultes qui avaient trouvé du courage dans les nombres. William se tenait devant le juge Atkins, flanqué de son avocat commis d'office. Il avait vieilli de décennies en 3 semaines, ses cheveux argentés maintenant blancs, ses épaules voûtées. Il lut son allocution d'une voix brisée, confessant des années d'abus, de manipulation, de prédation. Lucas n'était pas dans la salle d'audience. « Docteur ?» Hodge avait déconseillé, mais Constance pleurait des larmes silencieuses en entendant son père admettre des crimes monstrueux. Le juge Atkins, le visage sombre, condamna William à 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. À 68 ans, c'était effectivement une peine à perpétuité. « M. Johnston, » dit le juge, « vous avez abusé de position de confiance, violé les membres les plus vulnérables de la société et montré un mal systématique, calculateur. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Et j'espère que vous n'y trouverez pas de paix. » William fut emmené en chaîne, la tête basse, son costume coûteux remplacé par l'orange de la prison. Derek le regarda partir et sentit un chapitre se fermer. Mais l'histoire n'était pas terminée. 2 semaines plus tard, le détective Peake appela « Derek, nous avons fait des arrestations dans le réseau plus large. Les dossiers de William nous ont menés à 6 autres hommes, incluant des noms prominents. Le FBI est impliqué maintenant, traitant ça comme une conspiration de trafic. Tes informations, les dossiers financiers, les connexions, c'était crucial. Derek avait fourni anonymement tout ce que les gens de Thomas avaient rassemblé, prudent de ne laisser aucune trace vers lui. Les dominos tombaient, les prédateurs tiraient à la lumière, leurs victimes trouvant la justice. « Il y a autre chose, » dit Peake. « Hugh Grimes.
Le FBI a trouvé des preuves qu'il facilitait le réseau, fournissant une protection légale en échange d'accès. Il a été arrêté aussi. Derek ferma les yeux, la satisfaction le réchauffant. L'avocat qui avait fait carrière à défendre des monstres faisait maintenant face à son propre jugement chez Northridge Manufacturing. Craig Beck approcha Derek pendant une pause. « J'ai entendu parler des autres arrestations, le réseau qui s'effondre. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je voulais te remercier. Le cas de ton fils. Ton courage d'agir immédiatement, ça m'a donné la force de me manifester, et maintenant peut-être que je peux enfin guérir. » Ils se tenaient ensemble dans la salle de pause, deux pères séparés par des décennies, mais unis par le trauma et la survie. Et Derek réalisa que ses actions avaient des répercussions au-delà de ce qu'il avait imaginé. Le cauchemar de Lucas avait exposé un mal systémique. La chute de William avait libéré d'autres victimes pour parler. Le système judiciaire, aussi lent soit-il, fonctionnait parce que Derek l'avait forcé à le faire. Noël arriva, sobre mais sincère. Lucas avait des bons jours et des mauvais. Mais docteur, Hodge disait qu'il faisait des progrès remarquables. Les enfants sont résilients, expliqua-t-elle. Avec un soutien approprié, une thérapie et un environnement sûr, ils peuvent guérir. Lucas sait qu'on le croit, c'est qu'il est protégé. Ça fait toute la différence. Derek regarda Lucas jouer avec de nouveaux jouets donnés par les collègues de Constance, par les voisins, par Craig Beck, qui était devenu un ami inattendu de la famille. Son fils rit, vraiment rit, pour la première fois depuis des mois. Constance était en thérapie aussi, travaillant sur sa culpabilité et sa trahison. Leur mariage était fragile mais survivait. Tous deux engagés envers Lucas d'abord, l'un envers l'autre, ensuite à reconstruire ce que William avait endommagé le soir du Nouvel An. Alors que les feux d'artifice éclataient au-dessus de leur quartier, Derek se tenait sur son porche, une bière à la main, réfléchissant à l'année. Il était devenu quelqu'un qu'il n'avait jamais imaginé, un homme qui avait enfreint des lois, menacé de violence, opéré dans des zones morales grises, mais il avait protégé son fils. Il avait sauvé d'autres enfants. Il avait démantelé un réseau de prédateurs. Le Glock restait dans son coffre, non tiré. Il n'avait jamais eu besoin d'appuyer sur la gâchette parce que parfois la menace suffisait. Parfois, forcer le système à fonctionner était plus efficace que travailler en dehors. En février, Derek reçut une lettre, courrier de prison, transmise par le bureau du procureur, l'écriture de William. Tremblante maintenant, remplissait 3 pages. Derek faillit la jeter sans la lire, mais quelque chose le fit l'ouvrir. « Derek, je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait à Lucas, aux autres, était impardonnable. Tu avais raison quand tu as dit que je suis un monstre. J'ai passé 2 mois ici à me réconcilier avec ça. J'écris parce que tu devrais savoir que je coopère avec le FBI. Je leur ai donné des noms, des preuves, des connexions à des anneaux opérant dans 4 États. 37 hommes ont été arrêtés grâce à mon témoignage. Je ne sais pas si ça compte pour toi, si ça fait une différence, mais je voulais que tu saches. Je pense à Lucas tous les jours, à ce que je lui ai volé, aux dommages que j'ai causés. Si je pouvais le défaire, si je pouvais revenir en arrière et être le grand-père qu'il méritait, je le ferais, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est pourrir ici et espérer que ma coopération sauve d'autres enfants. Tu n'avais pas besoin de me menacer cette nuit-là? Voir la vérité dans tes yeux. Le mépris, le dégoût étaient suffisants. J'ai vu moi-même comme tu me voyais, et je ne pouvais plus vivre avec cette personne. La prison est de ma pénitence. Mais ce n'est pas assez, rien ne le sera jamais. Dis à Lucas que je suis désolé. Dis-lui que ce n'était jamais sa faute, qu'il est courageux, qu'il est plus fort que je ne l'ai jamais été. Et dis à Constance que je l'aime, même si je n'ai plus le droit. William Johnston, numéro Carnicenuti 29. Derek l'a lu 2 fois, puis la brûla dans la cheminée. Les excuses ne signifiaient rien, la coopération était bonne, plus de prédateurs hors des rues, mais ça n'effaçait pas la douleur, les dommages, l'innocence volée, mais ça confirmait ce que Derek savait. William était brisé. L'homme qui avait manié pouvoir et respectabilité n'était plus qu'un détenu vivant dans la peur, sachant chaque jour que ses co-détenus savaient ce qu'il était. La justice en prison était dure pour les hommes comme lui. Derek avait entendu par pic que William avait été attaqué 2 fois déjà, avait passé du temps en isolement pour sa propre protection, vivait dans une terreur constante. Bien, pensa Derek froidement, qu'ils vivent dans la peur comme Lucas l'avait fait, qu'ils connaissent l'impuissance, qu'ils comprennent que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Au printemps, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Lucas commença la 2e année dans une école différente où personne ne connaissait son histoire. Constance reprit l'enseignement à temps partiel.
Derek travaillait encore chez Northridge où Craig Beck était devenu non seulement un superviseur, mais un ami, tous deux se soutenant mutuellement à travers les impacts durables du mal de William. Le procès pour les membres du réseau commença en avril. Derek y assista quand il pouvait, regardant les procureurs exposer les preuves, les dossiers, les transferts d'argent, les abus systématiques couvrant des décennies. Les hommes furent condamnés. Grimes fut condamné à 25 ans pour conspiration et obstruction. D'autres reçurent des peines similaires. Le réseau fut détruit. Le détective Peake passa à la maison un soir en mai. « Je voulais que tu saches que William Johnston a été trouvé mort dans sa cellule ce matin. Suicide apparent. » Pendu avec des draps, Derek ne ressentit rien. Pas de satisfaction. Pas de chagrin, juste le vide. « Je vois, l'enquête du FBI continue sans lui. » Peake assura que son témoignage et ses dossiers suffisaient. Ça ne change rien légalement. Après le départ de Peake, Derek alla dans la chambre de Lucas. Son fils faisait ses devoirs. La langue sortit en concentration pendant qu'il résolvait des problèmes de maths. « Et mon pote » dit Derek doucement. « On peut parler une minute ?» Lucas leva les yeux, posant son crayon. Derek s'assit sur le lit et serra son fils contre lui. « Grand-papa est mort » dit-il simplement. « Il était en prison et il est mort. Je voulais que tu l'entendes de moi. » Lucas resta silencieux un long moment. Puis, « Est-ce mal que je sois content ?»« Non » dit Derek honnêtement. « Ce n'est pas mal. Il t'a blessé. C'est ok de ressentir ce que tu ressens. Je me sens en sécurité, » dit Lucas, comme vraiment en sécurité pour la première fois depuis que c'est arrivé. Derek serra son fils plus fort, sentant le soulagement du garçon, sa libération d'une peur qui l'avait hanté. « Tu es en sécurité ? Tu le seras toujours. Je promets. » Cette nuit-là, Derek le dit à Constance. Elle pleura. Un chagrin compliqué pour le père qu'elle avait aimé avant de découvrir ce qu'il était vraiment. Derek la tint, la laissant pleurer l'homme qui n'avait jamais vraiment existé. L'illusion que William avait maintenue pendant 60 ans avant qu'elle ne se brise, enfin. À l'arrivée de l'été, la famille Rosal s'était reconstruite, différente d'avant, cicatrisée, mais plus forte, unie par la survie. Lucas joua au baseball dans la ligue locale, se fit des amis, rit facilement à nouveau. Constance s'était pardonnée, comprenant qu'elle aussi avait été victime de William, manipulée par un prédateur maître. Derek avait rangé ses impulsions les plus sombres, la partie de lui qui avait été prête à franchir n'importe quelle ligne, bien qu'il sache qu'elle restait un instinct protecteur qui serait toujours là, dormant, mais prêt si sa famille en avait à nouveau besoin. Craig Beck les invita à un barbecue en juin, où il présenta sa propre famille, une femme et une fille adolescentes qui connaissaient si son histoire et l'aimaient quand même. Les deux hommes se tenaient ensemble au grill, regardant leurs enfants jouer, et partagèrent un moment de compréhension. Ils étaient des survivants, ainsi que leur famille, et ils avaient assuré que l'homme qui les avait blessés ne pourrait plus jamais blesser personne. Le dernier morceau de clôture vint en août. La Coalition des droits des victimes invita Derek à parler à une conférence sur la protection des enfants contre les prédateurs. Il se tint au podium, regardant les travailleurs sociaux, thérapeutes, forces de l'ordre, éducateurs, et raconta son histoire. « Je ne suis pas un héros, dit-il. Je suis juste un père qui a agi quand son enfant en avait besoin. Mais je veux que vous sachiez, croyez les enfants quand ils ont peur, quand ils changent de comportement, quand ils vous disent que quelque chose ne va pas, croyez-les. N'attendez pas de preuves. N'assumez pas le meilleur des gens juste parce qu'ils semblent respectables. Le mal ne ressemble pas toujours à un étranger dans une camionnette. Parfois, il ressemble à un grand-père, un professeur, un entraîneur, quelqu'un en qui vous avez confiance. » Il partagea ce qu'il avait appris sur le grooming, sur comment les prédateurs sélectionnent les victimes et maintiennent le silence. Il exhorta l'audience à être vigilante, à créer des espaces sûrs où les enfants pouvaient parler, à poursuivre agressivement et plaider pour des sentences maximales. « Mon fils guérit », conclut Derek, « mais il portera ça pour toujours. Les cauchemars peuvent s'estomper, mais les cicatrices restent. Si nous pouvons empêcher ne serait-ce qu'un enfant de vivre ça, si nous pouvons attraper ne serait-ce qu'un prédateur avant qu'il ne blesse quelqu'un, ça en vaut la peine. Protégez les enfants. Croyez les enfants, battez-vous pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas toujours se battre eux-mêmes. » L'ovation debout fut longue et sincère. Ensuite, des dizaines de personnes l'approchèrent, certaines partageant leurs propres histoires, d'autres le remerciant pour son courage, beaucoup demandant comment il pouvait au mieux protéger les enfants dans leur vie. Derek rentra chez lui ce soir-là en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir, pas pour lui, mais pour l'avenir.
pour un monde où peut-être lentement les systèmes s'amélioreraient, où les prédateurs trouveraient moins d'ombre pour se cacher, où des enfants comme Lucas seraient crus et protégés. Il arriva à la maison pour trouver Constance et Lucas dans le jardin. Rôtissant des marshmallows sur un brasero, le visage de Lucas était barbouillé de chocolat et heureux, son rire brillant dans le soir d'été. Derek les rejoignit, tirant son fils sur ses genoux, inspirant l'odeur de ses cheveux, sentant sa chaleur solide. « Je t'aime, papa », dit Lucas somnolent alors que le feu s'éteignait. « Je t'aime aussi, mon pote », répondit Derek. « Plus que tout au monde, plus tard ». Après que Lucas fut endormi, Derek et Constance s'assirent sur leur porche. Elle s'appuya contre lui et il passa son bras autour de ses épaules. « On a réussi », dit-elle calmement. « Je n'étais pas sûr qu'on y arrive. »« Nous sommes plus forts que nous ne pensions », répondit Derek. « Tu es plus fort que tu ne pensais », corrigea-t-elle. « Tu l'as sauvé, Derek. Tu nous as tous sauvés. » Derek pensa à la nuit où il s'était caché dans son propre sous-sol, écoutant son fils pleurer, la nuit où il avait enfoncé une porte et confronté le mal, les choix qu'il avait faits après, certains dans la loi, certains en dehors, les menaces, la manipulation, la volonté de devenir quelque chose de sombre si ça signifiait protéger son enfant. « J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait », dit-il. « Non », dit Constance fermement. « La plupart des pères auraient fait confiance au système. Toi, tu t'es assuré que le système fonctionne. Tu n'as pas laissé l'argent et les connexions de William le sauver. Tu n'as pas laissé les avocats et les retards le protéger. Tu as assuré la justice. Derek, la vraie justice. » Ils s'assirent dans un silence confortable, alors que le quartier s'installait dans le sommeil, deux personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient sorties de l'autre côté, changées à jamais mais incassables. Derek pensa à William dans sa cellule. Effrayé et seul avant la fin, il pensa au réseau démantelé, aux prédateurs emprisonnés, aux enfants qui ne souffriraient jamais parce que Derek avait refusé d'être passif. Il pensa à Lucas guérissant jour après jour, reprenant son enfance, sa confiance, sa joie, et il pensa à la promesse qu'il avait faite cette nuit-là quand Lucas l'avait regardé avec des yeux terrifiés. « Je promets qu'il ne te blessera plus jamais toi, ni personne d'autre. » Une promesse tenue, la famille Rosals porterait des cicatrices pour toujours. Mais il porterait aussi quelque chose d'autre. La connaissance que quand l'obscurité était venue, ils l'avaient affrontée de front. Que quand le mal avait menacé, ils avaient riposté. Que l'amour, féroce et intransigeant, pouvait triompher même du pire que l'humanité avait à offrir. Derek Rosales n'était pas un héros au sens traditionnel. Il avait enfreint des lois, fait des menaces, opéré dans des zones morales grises, mais il avait protégé son fils. Il avait exposé un mal systémique, il avait assuré qu'un prédateur fasse face aux conséquences, et en faisant ça, il avait sauvé non seulement Lucas, mais potentiellement des centaines d'enfants qui ne connaîtraient jamais le mal de William Johnston, alors que l'été se transformait en automne et que la vie continuait sa marche régulière en avant. Derek restait vigilant. Il savait que le mal existait, que des prédateurs étaient là dehors, que le combat pour protéger les enfants n'était jamais vraiment terminé. Mais il savait aussi qu'il était prêt, que si l'obscurité menaçait à nouveau sa famille, il l'affronterait avec la même détermination féroce, la même volonté de faire ce qui était nécessaire, parce que certaines promesses sont absolues. Certaines lignes, une fois tracées, ne peuvent jamais être franchies. Et la protection de l'innocence vaut n'importe quel prix. La famille Rosals avait survécu. Plus que ça, ils avaient triomphé. Et dans un monde qui semblait souvent sombre et incertain, c'était une victoire suffisante. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai